Est-ce que ça valait le coup de sacrifier 2026? Red Bull a réussi à améliorer sa voiture depuis la trêve estivale et ça a permis à Max Verstappen de revenir dans la course au titre au détriment du projet 2026. Et alors, on va être honnête, ça nous a animé cette fin de championnat où le management de McLaren nous a volé une rivalité entre leurs pilotes à coups de consignes d'équipe complètement catastrophiques. Je vais vous dire, sans être fan de Verstappen, je voulais le voir gagner, mais surtout pour voir les pilotes McLaren perdre. Mais Norris a fait le taf, bravo, et de toute manière, on en reparlera d'ici la fin de la saison. Alors du coup, j'ai identifié 3 clés chez Red Bull qui expliquent comment et pourquoi Verstappen est autant revenu dans la course au titre en dehors des circonstances de course, et je vais vous les dévoiler. Alors cela passe par des évolutions aérodynamiques que Red Bull a amenées depuis la trêve estivale. Ensuite, c'est une question de travail sur les réglages de la voiture, et là aussi on va rentrer un petit peu dans le détail parce qu'ils ont trouvé une vraie clé de fonctionnement. Et enfin, la 3e clé, c'est l'approche générale du week-end apportée par Laurent Mekies. Alors oui, tout est lié et on va partir de ce que l'on voit, entre guillemets, vers ce que l'on voit moins facilement à la télé. En revanche, ces 3 détails soulèvent la dernière question de cette vidéo. Est-ce que même si Verstappen a de très fortes chances de perdre le titre cette année, est-ce que ça valait le coup de sacrifier en partie le projet 2026 ? Alors avant de commencer sur les évolutions aérodynamiques, j'aimerais qu'on prenne un peu de recul et qu'on se souvienne de 2024 pour comprendre évidemment comment on est arrivé à 2025. Et au passage, je vais essayer de vous expliquer un concept. En 2024, la Red Bull est devenue de plus en plus compliquée à piloter. Même si Max Verstappen arrivait à compenser les défauts de la voiture et gagner quand même des courses, Sergio Pérez n'y arrivait plus malgré ses alertes sur la mauvaise direction de développement qui avait été prise par l'équipe. Alors on en a parlé dans la vidéo de la chute de Red Bull entre guillemets notamment, donc si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo après évidemment avoir fini celle-ci. La voiture 2024 était très pointue à piloter, très sensible et l'équipe s'est retrouvée avec un problème de corrélation entre ses outils de simulation et la réalité de la piste. Ce problème de corrélation a amené des problèmes de données aérodynamiques qui ont amené des problèmes d'équilibre de la voiture. Et un problème d'équilibre de la voiture, c'est une vraie difficulté pour pouvoir performer au mieux. Donc en 2024, Red Bull s'est retrouvé avec non pas un, mais 2 problèmes. Un problème donc de corrélation et donc par conséquent un problème de performance. Et cela s'est traduit par une minuscule fenêtre d'exploitation. Alors pour 2025, l'objectif de l'équipe, c'était de pouvoir rendre d'abord la voiture moins sensible et surtout agrandir cette fameuse fenêtre d'exploitation. Du coup, c'est le concept que je voulais vous expliquer. Une fenêtre d'exploitation dans le jargon du sport automobile, c'est la zone où par conception, puis par réglage et en fonction de la piste et des conditions, la voiture peut donner la performance maximale. Ça se traduit par atteindre certaines températures de pneus, de freins, de moteur, mais aussi atteindre un certain écoulement des flux aérodynamiques autour de la voiture, que ce soit un appui, que ce soit de la traînée, etc., de manière optimale. En fait, chaque élément de la voiture influe les uns sur les autres, et le tout, c'est de pouvoir faire en sorte que tous les éléments fonctionnent à leur plein potentiel, mais en même temps et le plus souvent possible. Par exemple, avoir une certaine garde au sol va faire fonctionner correctement l'aéro de la voiture, rouler plus haut ou plus bas va la rendre beaucoup moins efficace, voire difficile à piloter. Alors cette fenêtre, dépendamment des écuries, de la conception des voitures, des réglages, des conditions de piste, peut être plus ou moins grande. Plus elle est grande, plus vous pouvez jouer sur les réglages de votre voiture sans compromettre un autre paramètre. Et donc du coup atteindre la performance maximale plus facilement. Plus elle est petite, plus elle vous donnera du fil à retordre pour la régler et sera donc capricieuse en piste la plupart du temps. Elle vous empêchera d'atteindre la performance que vous attendez et malgré un bon pilote, elle restera difficile à exploiter. Alors dans le cas de Red Bull, ils ont fait machine arrière l'hiver dernier car les améliorations qu'ils ont apportées sur leur voiture ne fonctionnaient pas car cela les faisait sortir de leur fenêtre d'exploitation qui était minuscule. Peut-être que si on avait pris ces pièces Red Bull et qu'on les avait mis chez McLaren avec leur fenêtre d'exploitation un peu plus grande, peut-être que ça aurait marché, même si bon, c'est une conception complètement différente, ça fonctionne pas comme ça la F1. Mais peut-être qu'ils auraient fait fonctionner les éléments entre guillemets, sans faire améliorer la voiture. Pas la même chose. Bref, ils ont tenté de trouver le meilleur compromis en voulant rendre la voiture plus docile, mais cela a eu pour effet de sacrifier un peu la performance de la voiture. Ce n'est pas forcément une loi indéfectible de perdre de la performance en agrandissant la fenêtre d'exploitation, mais c'est généralement ce qui vous arrive. Alors pour aller chercher de la performance en Formule 1, c'est assez simple. Généralement, on part du principe qu'on veut juste plus d'appui aérodynamique sur la voiture et qu'on adapte un peu le reste. Sauf que avec ces générations de voitures, ou même en règle générale d'ailleurs,
il faut aussi pouvoir gérer correctement la constance des flux aérodynamiques sur la voiture. C'est pas forcément plus d'appui égale plus de performance, mais surtout où et comment on met de l'appui sur la voiture pour que le reste de la voiture fonctionne en même temps. Et donc je vous fais pas un dessin, pour y parvenir il faut amener des pièces sur la voiture et généralement ce sont des pièces de carrosserie en rapport avec l'aérodynamisme de la voiture. Et donc tout au long de cette saison, Red Bull a amené des améliorations de manière continue jusqu'à il y a très récemment. Toutes les équipes au fur et à mesure de l'année ont commencé à arrêter d'amener des améliorations pour se pencher essentiellement sur l'énorme changement de réglementation qui va opérer pour l'année prochaine en 2026. Sauf que Red Bull, après la pause estivale, a décidé d'amener des améliorations à Zandvoort, Monza, Bakou, Singapour et même le Mexique. La première étape hyper importante que Red Bull a franchie, c'était à Zandvoort. Effectivement, la Red Bull était une bonne voiture sur ce week-end, malgré qu'elle soit encore derrière la McLaren. L'aileron avant apporté à Zandvoort permettait de rediriger les flux et surtout d'optimiser le reste de la voiture. Alors, je vous le rappelle juste comme ça, un aileron avant en Formule 1 a globalement deux grosses missions. Créer de l'appui sur l'avant de la voiture pour aider le train avant à avoir de l'adhérence, et puis en même temps équilibrer l'appui par rapport au reste de la voiture. Et la deuxième grosse mission, c'est de gérer les flux aérodynamiques là où on a envie de les emmener pour optimiser les autres pièces aérodynamiques sur le reste de la voiture, à savoir le fond plat, le diffuseur, l'aile arrière, les pontons, le capot moteur, etc., etc. Et puis à Monza, Red Bull a amené un nouveau fond plat dans le but d'avoir plus d'appui, certes, mais surtout d'avoir de la stabilité sur l'écoulement des flux aérodynamiques. Et donc d'avoir cette stabilité, ça permet encore une fois de pouvoir notamment annuler cet effet de rebond que l'on connaît sur ces voitures de réglementation 2022, même si la Red Bull n'en souffrait pas particulièrement. La Red Bull ce week-end-là était avion, comme on dit dans le jargon. Ils ont réussi à trouver une bonne balance et surtout un bon équilibre de la voiture sur un circuit à faible appui aérodynamique. L'aileron avant permettait de bien faire fonctionner ce nouveau fond plat. Il fallait aussi régler correctement la voiture sous peine de se retrouver dans une mauvaise fenêtre d'exploitation ou avoir des rebonds entre guillemets dont Verstappen faisait part à l'équipe sur d'autres grands prix notamment. Alors j'ajoute aussi qu'à Monza, McLaren n'était pas spécialement avantagé par le circuit et donc c'était aussi une opportunité à prendre pour Red Bull et pour Verstappen. À Singapour, nouvel aileron avant de la même famille que celui de Zandvoort, mais cette fois-ci sans ce que l'on appelle le fameux gurney. Un gurney, c'est cette espèce de petite réglette, de petite équerre pour augmenter un peu l'appui aérodynamique sans devoir redessiner toute l'aile, mais il va induire une certaine traînée aussi. Alors, c'est un petit peu intriguant parce que l'aileron avant de Singapour visait à gommer le sous-virage chronique de la RB21 officiellement, donc certainement que Red Bull a trouvé une astuce pour avoir un peu plus de train avant entre guillemets, sans passer forcément par plus d'appui sur l'avant, et donc a pu enlever ce gurney de cette aile avant. Cela veut dire qu'ils ont résolu le problème par le fond plat et le réglage de la voiture et que l'aile avant fonctionne encore mieux avec le fond plat. Et justement, on va en reparler d'ici quelques instants. Alors j'ajoute aussi que Singapour était le théâtre d'un nouvel épisode de la saga des ailerons avant flexibles. Je sais, vous avez peut-être oublié que ça existait, mais ça existe toujours. Et que si on voyait Mercedes avec un flap se déformer allègrement sur les caméras, il fallait regarder le nez de la Red Bull, car c'est sur cet endroit, à la jonction entre les flaps et le nez, que l'on voyait la déformation. Alors c'était l'un des plus gros tests pour Red Bull de voir si le travail fait en amont, qui a été validé sur un circuit comme Zandvoort avec des virages longs en appui à moyenne vitesse et sur un circuit rapide comme celui de Monza avec peu d'appui aérodynamique, allait se confirmer et donc corréler correctement avec un circuit à fort appui aérodynamique comme Singapour. Mission accomplie. Et enfin, dernière grosse pièce apportée par Red Bull, ça a été au Mexique et il s'agissait d'un nouveau fond plat encore une fois. Alors, il faut savoir que ce fond plat était une pièce qui existait déjà et qu'en fait, ils ont recyclé pour en faire un nouveau. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément créé un nouveau moule et qu'ils n'ont pas créé une nouvelle pièce à proprement parler, mais ils ont pris déjà un fond plat existant et ils l'ont modifié directement parce que quand ça a pu avoir trop de thunes sur le budget cap, et puis ça presse. Là aussi, au Mexique, on a vu la performance de la Red Bull avec ce travail sur le capot moteur et les ouïes d'aération nécessaires que toutes les écuries apportent sur ce circuit qui est si particulier et qui demande du refroidissement. Donc voilà. Les améliorations importantes amenées par Red Bull ont été donc un aileron avant pour pouvoir gommer du sous-virage officiellement et surtout rediriger correctement les flux d'air autour du reste de la voiture et ensuite, allant un peu de pair avec cette aile avant, le fond plat qui lui aussi apporte de la constance dans les flux aérodynamiques et de l'appui. Mais les améliorations et les pièces aérodynamiques que les équipes apportent ne suffisent pas à elles seules
pour pouvoir performer. Hein. C'est pas magique, tu fous un aileron, c'est parti, on détruit complètement la concurrence. Car la deuxième clé de la Red Bull se situe plutôt dans un réglage permis certainement par ces améliorations, et il s'agit notamment de la garde au sol. Bon alors, sous la voiture, il y a ce que l'on appelle le fond plat. Sur les générations précédentes, le fond plat totalisait environ la moitié de l'appui aérodynamique global d'une Formule 1. Aujourd'hui, avec la génération des voitures de 2022, on est plus aux alentours de 60% de l'appui aérodynamique qui est généré par le fond plat. Il est de notoriété publique que plus on roule proche du sol, plus on va générer d'appui aérodynamique. Il faut aussi que l'assiette de la voiture soit le plus à plat possible pour maximiser l'appui aérodynamique. C'est pour ça que les voitures de Formule 1 aujourd'hui sont hyper rigides. Évidemment, le fond plat, ou le plancher, on peut aussi l'appeler comme ça, c'est l'une des parties les plus importantes d'une F1 aujourd'hui. Elle n'est pas juste dessinée pour générer de l'appui aérodynamique, même si c'est un de ses rôles principaux. Elle doit aussi travailler des points de pression particuliers sous la voiture, mais aussi sur le dessus du fond plat, sur le dessus du plancher, entre par exemple le plancher et le ponton, accepter les flux d'air qui arrivent de l'aileron avant, rejeter correctement l'air vers le diffuseur arrière et l'aileron arrière notamment par exemple. Alors j'ajoute que la partie la plus proche du sol, c'est bien la fameuse planche en bois qui généralement frotte le sol et la réglementation tolère une certaine usure à la fin de chaque week-end de Grand Prix. Bon, vous l'avez compris, le fond plat c'est une pièce maîtresse sur une Formule 1. Mais dans un effort de faire rouler la voiture le plus proche du sol possible, mais aussi le plus à plat possible, toutes les voitures n'ont pas une usure de planche similaire. En fait, ce que l'on peut observer en Formule 1, c'est que la majorité des voitures ont tendance à user plutôt l'arrière de la planche, donc au niveau du train arrière, plutôt que l'avant. Cela veut dire que dans les phases à haute vitesse où l'appui aérodynamique est maximal, les voitures ont tendance à être au minimum de la garde au sol possible puisque c'est en train de frotter. Alors dans ce contexte-là, on parle de point de pression aérodynamique, c'est-à-dire que c'est un peu le même concept que le centre de gravité d'une voiture, sauf que là on parle de pression aérodynamique et donc d'appui aérodynamique. Et le centre de gravité et le centre de pression d'une voiture, c'est pas forcément le même. D'ailleurs à ce sujet, on avait fait une vidéo sur la Peugeot 9X8 où on aborde ce concept de point de pression aérodynamique sur une voiture, donc si jamais vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas. Alors l'usure de la planche plutôt à l'arrière permet aussi de déduire que la majorité de l'appui aérodynamique est donc générée à l'arrière. Ok, je vous apprends rien. La voiture aura donc plus d'adhérence à l'arrière, notamment dans les virages rapides, ce qui donne certainement une confiance qui est nécessaire au pilote pour pas avoir un décrochage d'un coup sec. Ça fait plaisir. Mais il y a une voiture en particulier qui a tendance à avoir cette usure plutôt sur l'avant de la planche, donc cela veut dire que le point de pression aérodynamique de la voiture à haute vitesse est plus sur l'avant de la voiture et donc on est censé avoir un train arrière peut-être un peu plus léger ou du moins une voiture plus neutre que potentiellement sous-vireuse. Et cette voiture, c'est la McLaren. Alors l'avantage d'avoir un point de pression aérodynamique plus sur l'avant que sur l'arrière, c'est qu'on a donc de la marge sur la garde au sol à l'arrière, ce qui permet donc de pouvoir rouler potentiellement plus bas et donc de générer plus d'appui aérodynamique. Donc le fond plat doit être dessiné de façon à aller chercher un point de pression aérodynamique plutôt à l'avant, mais pas trop non plus, sinon après ça part un peu en sucette. Et avec un jeu de design un peu particulier sur la suspension arrière, l'aileron arrière, le diffuseur, etc., cela viendrait compléter l'appui aérodynamique à l'arrière pour ne pas avoir de survirage ou de décrochage à haute vitesse. Et c'est donc ce à quoi s'est employé Red Bull avec un nouvel aileron avant et des flux redirigés correctement autour de la voiture et avec un nouveau fond plat pour travailler avec ce nouvel aileron avant. Ils ont réussi à déplacer le point de pression aérodynamique plutôt sur l'avant et donc libérer une certaine marge sur la garde au sol à l'arrière. Cela s'est vu notamment aux États-Unis sur un circuit plutôt bosselé où la voiture était particulièrement à l'aise, notamment dans les virages rapides. Alors cela me permet aussi de revenir sur le fait que l'aileron avant, sans le gurney à Singapour, donne aussi l'indice qu'ils ont réussi à rebasculer le point de pression aérodynamique vers l'avant de la voiture. On retrouve donc une voiture un peu plus docile avec le train avant sans avoir nécessairement besoin de générer plus d'appui depuis l'aileron avant. Mais en plus de ça, on peut se permettre d'avoir une marge pour abaisser la garde au sol à l'arrière afin de générer un peu plus d'appui aérodynamique au global. La conséquence directe, c'est qu'ils ont élargi leur fenêtre d'exploitation de la voiture et par conséquent, ils arrivent plus régulièrement à mettre leur voiture dedans parce que ils ont plus de liberté sur les réglages qu'ils peuvent faire sans que ça parte complètement en sucette. Et donc, ils arrivent à libérer plus de performance. Performance qui était là, elle était présente la performance, mais elle était inexploitée et surtout inexploitable avec la configuration ou les configurations
de l'année dernière. Alors évidemment, la vraie question c'est comment ils ont fait et comment ils ont repéré cela. Et la réponse, si je l'avais, je serais pas en train de vous faire une vidéo là, mais peut-être plutôt en train de bosser pour eux, à essayer de faire gagner Max Verstappen pour aller choper le titre au nez et à la barbe des pilotes McLaren. C'est pas le cas, je suis juste youtubeur et ça me fait plaisir. Je vais peut-être créer un club de gens non fans de Verstappen, mais qui veulent voir gagner quand même Verstappen juste parce qu'on aime le drama. Si vous avez des noms, n'hésitez pas dans les commentaires, avec grand plaisir. Enfin, je vous donne la troisième et dernière clé, bien que malheureusement on ne soit pas dans la salle de débriefing des pilotes avec les ingénieurs Red Bull et Laurent Mekies, c'est bien l'approche des week-ends qui a changé par la volonté notamment du français. La première chose qu'il a voulu faire, c'est tout simplement redonner de l'importance à ce que disent les pilotes. Il a fait en sorte que les ingénieurs retirent un peu les yeux de leur écran avec tous les chiffres, toutes les données et toutes les simulations pour écouter le feeling de Max Verstappen et de Yuki Tsunoda. De cette manière, cela empêche les ingénieurs d'aller et de croire seulement les chiffres et de tendre vers une voiture au comportement extrême entre guillemets de type soufflerie et de faire des réglages de voitures complètement fous que même Max Verstappen n'arrive plus à piloter. Alors l'approche de Red Bull, c'était de satisfaire des chiffres de simulation, mais difficile voire impossible à piloter. La voiture était donc pas faite pour Verstappen, je le redis parce qu'il y en a qui ont du mal avec cette subtilité à saisir, mais c'était l'un des seuls à pouvoir piloter ce genre de voiture correctement jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Alors du coup, ces trois détails soulèvent une dernière question. Est-ce que si Max Verstappen perd quand même le titre en 2025, ça valait le coup de sacrifier 2026? Parce que là est tout le problème, c'est qu'ils ont beaucoup travaillé sur 2025 au détriment de l'énorme changement de réglementation de l'année prochaine. Au final, ce travail sur 2025 a plusieurs bénéfices. Le premier, c'est qu'il valide des outils et des process de travail et surtout une corrélation entre la piste et l'usine que l'écurie avait a priori relativement perdu l'année dernière. Cela a permis aussi de se rendre compte du déséquilibre qu'il y avait dans la salle de briefing ou de débrief à écouter trop les données de simulation et pas assez les pilotes. Donc déjà ça c'est quand même pas mal. Et puis, ça a été aussi possible parce qu'il faut se rendre compte que Red Bull avait plus de temps de développement que McLaren par exemple, puisqu'ils ont fini 3e en 2024 et mi-2025, quand on a encore une fois remis les compteurs à zéro pour savoir qui avait plus ou moins de temps de développement, ils étaient 4e et donc avaient plus de temps de soufflerie et plus de temps de CFD pour travailler. Et surtout, contrairement à McLaren, Red Bull avait plus de performances à aller chercher. Le coût de recherche contre le gain de performance était plus intéressant pour eux sur 2025 que McLaren, qui a travail équivalent, gagnait plus de performances sur la voiture de 2026 que sur la voiture de 2025, car déjà très bien optimisée, ce qui fait relativement sens. Alors oui, Red Bull n'aura peut-être pas la meilleure voiture au début de la saison 2026, mais le travail qu'ils ont fait sur 2025 les positionne avec une forte capacité à savoir développer une voiture, peu importe ce qu'elle est en 2026. Et j'aimerais vous le rappeler, car tout le monde va évidemment juger les premiers tours de roue en 2026, dès les premiers Grands Prix, les premiers essais, etc. Et moi le premier, mais le plus important, ce n'est pas comment on commence la saison 2026, mais surtout comment on la termine. Et on avait abordé le sujet de 2026, notamment sur l'aspect technique, mais le changement est tellement profond qu'il va avoir des incidences sur tout le reste du sport, et j'en parle justement ici.